Nous sommes en guerre. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Parce que le peuple, c'est le boss et Macron, c'est l'employé. Tous ces crétins de salariés, ces crétins de salariés, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles payent mon âge. On est des humains. C'est ça qu'on est, hein? On est des humains. Vas-y, dis-le, Louis. On est des humains. Oui, Jean-François. Nous sommes dans une guerre hybride. La guerre, on en parle le matin du 7 octobre vers 6h du matin. La guerre est revenue en Israël. 3000 roquettes tombées sur Israël en 2 jours. Une attaque coordonnée qui a fait au moins 700 morts et plus de 2150 victimes dans l'État hébreu. Tzahal revendique ce matin le contrôle total des localités attaquées dans le sud et annonce le siège de la bande de Gaza. 163 personnes toujours retenues en otage selon l'organisation terroriste. La nuit dernière, l'État hébreu a frappé au moins 500 cibles dans la bande de Gaza. Alors évidemment, plein de questions 48 heures après l'ignominie. Comment les services de renseignement sont-ils passés à côté? Cela semble invraisemblable. L'Iran dément toute implication, mais personne n'est dupe. Le Wall Street Journal a révélé des informations. On en parlera dans quelques instants. Et la question évidemment que tout le monde se pose, la région peut-elle s'embraser? On en parle avec David Khalfa, co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, consultant spécialiste du Proche-Orient. À 12h30, c'est une prison plongée dans l'hôpital psychiatrique avec notre invité, le journaliste Alexandre Massé-Dubois, qui s'est fait passer pour un fou. Il a réussi à se faire interner dans un asile une semaine entière qui lui a semblé être une éternité. Recours systématique aux médicaments, traitement déshumanisé. Il raconte les dysfonctionnements du système. Et si vous voulez l'interpeller, lui poser des questions, chers auditeurs, n'hésitez pas. 0826 300 300. Le face-à-face aujourd'hui, Philippe Assaut, il fut pendant une quinzaine d'années le conseiller de Sœur Emmanuel pour célébrer sa mémoire. 15 ans après sa mort, le prêtre du diocèse de Nice a voulu célébrer la mémoire de Sœur Emmanuel en publiant des propos inédits de celle qui a consacré sa vie aux autres et en particulier aux enfants pauvres. Un livre posthume qui frappe par l'actualité et la force de son message. N'hésitez pas à venir réagir là encore au standard 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous, chers auditeurs. André Berkoff, remplacé par moi-même, chers auditeurs. Aujourd'hui, on embrasse bien fort André Berkoff et on parle de cette guerre qui a frappé Israël le matin du 7 octobre vers 6h du matin. Le conflit israélien peut-il embraser toute la région? Comment les renseignements israéliens et américains ont-ils pu passer à côté? On en parle avec David Khalfa, co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, consultant spécialiste du Proche-Orient. Bonjour, David Khalfa. David Khalfa qui est avec nous dans quelques instants. Vous nous entendez? Bonjour David. Bonjour. Tout d'abord, je crois que vous avez des proches sur place. Est-ce que vous avez des nouvelles? Écoutez, j'étais étant chercheur, je suis en contact avec un certain nombre d'experts israéliens. Et en Israël, les liens étant puissants entre la société civile et l'armée, évidemment, certains sont appelés à servir dans les rangs de Tzahal. Voilà, donc j'en connais un certain nombre. Et en particulier un journaliste d'Haaretz, qui est le grand quotidien de la gauche libérale israélienne, qui vit dans le sud d'Israël et qui a subi, donc, comme la plupart des Israéliens qui vivent dans des petites villes et villages du sud du pays, les attaques de groupes terroristes du Hamas. Il a, avec sa famille et ses enfants qui sont en bas âge, été assaillis par un commando du Hamas. Ils se sont cachés pendant plusieurs heures dans leur maison et ils ont été libérés en fait par le père de ce journaliste qui est un général dans l'armée qui a 62 ans. Donc il raconte ça ce matin dans le quotidien israélien, c'est assez poignant et ça en dit long sur le traumatisme qui est en train tout simplement de gagner l'ensemble de la population israélienne qui s'attendait absolument pas à une telle attaque d'envergure. Juste pour que vos éditeurs comprennent, ce qui s'est passé en Israël, ce n'est pas une énième flambée de violence. Ça ne s'inscrit pas dans les attaques, représailles, cette espèce de cycle
infini et insoluble d'attaques et de représailles. C'est une opération terroriste de très très grande envergure, coordonnée simultanée du Hamas, qui fait songer d'ailleurs à celle de l'État islamique, et notamment l'attaque du 13 novembre en France. À titre d'exemple, les miliciens islamistes du Hamas ont tué à bout portant plus de 260 civils israéliens, de jeunes femmes et de jeunes hommes qui étaient venus, qui participaient à un festival de musique électronique. Et donc ça fait vraiment évidemment penser à ce qui s'est passé au Bataclan. Les forces de sécurité israéliennes ont trouvé plus de 260 corps au sol. Ils sont toujours en train de chercher par ailleurs de très nombreux otages, une bonne centaine. Donc c'est un événement assez catastrophique pour Israël, le plus grave sans doute depuis sa création en 1948. On parle du 11 septembre pour les Israéliens. On imagine une onde de choc invraisemblable sur place. Oui, je parlais à l'instant du 13 novembre parce qu'évidemment, pour nous Français, ça fait écho à ce qui s'est passé pour nos proches, pour nos amis il y a quelques années. Et oui, on peut aussi comparer évidemment cet événement au 11 septembre. C'est la stupeur qui règne en Israël. Il y a une espèce d'état de sidération, ce qui est évidemment précisément ce que cherchaient à produire les terroristes du Hamas. Le terrorisme étant évidemment pouvant être défini comme la disproportion entre les moyens et les fins, c'est-à-dire que concrètement, même s'il y a une centaine de commandos islamistes terroristes envoyés par le Hamas et qui ont donc pénétré dans la profondeur du territoire israélien, leur objectif c'était évidemment de provoquer un choc émotionnel très grand avec, il faut quand même rappeler ce que c'est que l'idéologie de ce mouvement, sa charte fondatrice, elle appelle à la destruction de l'État d'Israël, à l'éradication de l'État d'Israël par la violence. Donc tous les moyens sont bons pour parvenir à cet objectif. Et terroriser. Exactement, y compris donc le terrorisme. David Khalfa, évidemment, plein de questions. La question qui est le plus posée depuis 48 heures, c'est comment ça a pu arriver. Vous dites on ne s'attendait pas à une attaque d'une telle envergure sur place. Il n'empêche, les services de renseignement israéliens et américains sont parmi évidemment les meilleurs du monde. Est-ce que ça vous semble crédible qu'ils ne savaient rien ? Écoutez, c'est probablement le cas. Vous savez, on vient de citer le 13 novembre, on a cité aussi le 11 septembre. Ça n'a pas empêché, les services français qui sont quand même aussi d'excellentes factures et les services américains donc, qui disposent des moyens les plus technologiques les plus avancés n'ont pas non plus vu venir les attaques du 11 septembre. En fait, le renseignement c'est extrêmement compliqué parce que c'est un travail de fourmi. Il faut non seulement collecter l'information, et ça c'est un puzzle, donc les pièces parfois sont manquantes, ça c'est la première chose, et la deuxième, c'est qu'il faut savoir aussi analyser l'information qu'on reçoit. Et en fait, les Israéliens ont été floués d'une certaine manière, parce que le Hamas, ces derniers mois, était en train de négocier indirectement avec Israël une trêve de longue durée, via une médiation égyptienne et qatari. Ils ont d'ailleurs au passage aussi floué quelque part et menti aux Qatariens et aux Égyptiens parce que ces derniers négociaient justement une amélioration des conditions de vie, des conditions socio-économiques de vie dans la bande de Gaza et donc une trêve de longue durée. Et donc Israël ne pouvait pas imaginer que le Hamas préparait une telle attaque, d'autant que le scénario qui avait été envisagé... Mais on sait que le Hamas n'a jamais été un vrai interlocuteur de la paix depuis des années. Ça n'a jamais été le cas. Pourquoi aurait-il changé ? Oui, mais en fait là on ne parle pas de paix, on parle de trêve, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Israël, c'est un pays dont le territoire est extrêmement exigu, un territoire en taille de guêpe, et menacé de toutes parts par des ennemis acharnés, fanatisés et déterminés. Et le scénario qui avait été envisagé par les Israéliens, c'est une attaque depuis le front nord par le Hezbollah, justement, similaire à celle qui s'est passée d'ailleurs dans le sud du pays, et non pas venant du sud du pays. Donc ils ont été en quelque sorte pris à revers. Ils ont priorisé, vous êtes obligé quand vous êtes à la tête des services de sécurité, de prioriser, si vous voulez, le traitement
des menaces. Et donc, David Kalfa, sur ce point, je vous coupe parce que François Hollande a une explication ce matin. L'ancien président de la République française, une erreur de Benyamin Netanyahou a été de poursuivre la colonisation en Cisjordanie, que les colons ont commis un certain nombre d'actes, qu'il a fallu les protéger et donc qu'il a dégarni le front et permis à des terroristes du Hamas d'entrer. Est-ce que vous partagez cette analyse de l'ancien président de la République ? En partie, c'est un peu simpliste, si je peux me permettre, parce que la vague d'attaques terroristes qui a débuté en Israël il y a un an, en mai 2022, elle n'a pas attendu la constitution de cette coalition de droite et d'extrême droite pour faire irruption. Donc ce n'est pas uniquement lié à la coloration politique de la coalition actuelle, mais il n'en demeure pas moins que la gestion de cette coalition est absolument catastrophique. Vous avez des ministres qui sont des clowns, qui sont absolument incompétents. Et en effet, il y a une vingtaine de bataillons de l'armée qui sont déployés en Cisjordanie parce qu'ils font face à des vagues d'attaques depuis le nord de la Cisjordanie avec un effondrement de facto de l'autorité palestinienne. Et donc cette mobilisation des forces de sécurité israéliennes, elle explique assez largement la difficulté, la lenteur avec laquelle les forces spéciales ont été déployées vers le sud pour libérer les otages et neutraliser les terroristes. Donc c'est une explication, mais qui est partielle. Alors il y a une autre question qu'on se pose évidemment, c'est le rôle de l'Iran, l'Iran qui nie tout rôle via la mission iranienne à l'ONU, sauf que évidemment personne n'est dupe. Le Wall Street Journal ce matin affirme que les gardiens de la révolution avaient travaillé dès août avec le Hamas et donné le feu vert depuis Beyrouth lundi dernier. Clairement l'Iran est toujours dans le projet de détruire Israël. On a vu d'ailleurs des chants au Parlement européen quelques heures après l'attaque. En Iran, vous voulez dire au Parlement iranien. Oui. Écoutez, alors, sur l'implication des Iraniens, c'est trop tôt pour dire ce qu'il en est à ce stade. Ce qu'on peut dire à minima, c'est que de toute façon, il y a eu un resserrement des relations stratégiques militaires entre le régime iranien, le Hezbollah d'une part, le Hamas et le djihad islamique d'autre part. Il y a un centre de commandement conjoint au Liban, avec une présence désormais militaire du Hamas au Liban. Donc il n'y a pas de doute sur l'implication du régime iranien. La question, c'est le niveau de cette implication. Il y a une aide financière qui est très substantielle des Iraniens envers le Hamas et les groupes islamistes terroristes palestiniens. Il y a une formation des cadres dirigeants, des cadres militaires des branches armées du djihad islamique et du Hamas par les gardiens de la révolution du régime iranien. Il y a une aide logistique en termes de renseignement. Donc il y a des liens extrêmement étroits et qui se sont encore une fois resserrés ces derniers mois. Merci beaucoup David Kalfa, co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, consultant spécialiste du Proche-Orient. Et on va s'intéresser davantage à la question militaire. Nous sommes en direct avec le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Bonjour, général Trinquant. Bonjour. Général, on nous dit, d'ailleurs le même François Hollande, décidément très bavard sur le sujet ce matin, on est plus simplement sur des roquettes lancées, une réplique d'Israël, on est sur une opération terroriste qui ouvre la guerre. Beaucoup d'observateurs disent aujourd'hui ça va durer. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez ? Si ça dure, c'est essentiellement dû au fait que le Hamas détient des otages dans la bande de Gaza. Par ailleurs, ça tient aussi à la réaction du gouvernement de M. Netanyahou, qui est un gouvernement assez radical et qui va essayer de profiter de l'occasion pour essayer de montrer sa volonté, y compris militaire, de lutter. Donc je pense que, si vous voulez, l'opération qui a surpris absolument tout le monde, aujourd'hui est une opération réussite pour le Hamas, puisqu'on parle maintenant de Gaza, on parle du Hamas, et on parle beaucoup moins des accords d'Abraham et des accords qu'il pouvait y avoir avec l'Arabie Saoudite. Donc c'est dans ce cadre-là que ça devient une guerre longue. Maintenant, l'amplitude va dépendre en fait de la réaction israélienne, si elle se concentre sur Gaza ou si elle est plus générale. Justement, Tsahal qui revendique ce matin le contrôle total des localités attaquées dans le sud. L'État hébreu qui annonce d'ailleurs le siège de la bande de Gaza. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'Israël est en train de reprendre le dessus ?
Alors ça veut dire, de toute façon, si vous voulez, il n'y avait pas de doute possible sur le fait que l'armée israélienne est en capacité de reprendre le dessus. Alors son premier objectif, c'est de libérer le territoire israélien. C'est ce qu'ils annoncent actuellement, c'est-à-dire qu'il y avait probablement encore des terroristes qui étaient infiltrés en Israël, avec probablement des otages d'ailleurs, et que ceci est totalement impossible pour l'État d'Israël. Donc il fallait dans un premier temps réduire ces résistances. Deuxième temps, que le dôme de fer joue son rôle, et avec la diminution du nombre de frappes, on peut penser qu'Israël y arrivera. La troisième phase, c'est simplement d'aller chercher des otages au sein de la bande de Gaza. C'est pas seulement de détruire au sein de la bande de Gaza le Hamas, mais le Hamas se protège avec ses otages. Et donc là, ça va être une partie beaucoup plus difficile pour Israël, qui risque de se terminer par des négociations qui vont prendre en longueur. Doit-on craindre justement, Général Trinquant, pour la vie de ces otages, ou clairement ils sont là pour être échangés contre des prisonniers palestiniens ? Bien sûr, on doit craindre pour la vie de ces otages de deux façons. Soit parce que des actions, j'allais dire de commandos, de forces spéciales, vont s'infiltrer dans Gaza pour les libérer. Et il n'est pas impossible que le Hamas exécute les otages avant qu'ils soient pris. On a vu au nombre de morts israéliens qu'il n'y avait aucun doute que le Hamas tuerait des Israéliens si le besoin s'en faisait sentir. Le deuxième point, c'est que dans les frappes qui sont actuellement faites par Israël, compte tenu de l'incertitude qu'on a sur la position des otages, il n'est pas impossible qu'il y ait des otages qui soient à des endroits où est lieu de frappe, et donc que ce soit les frappes israéliennes qui malheureusement tuent des otages dont ils ne connaîtraient pas la proximité ou la localisation. Alors, il y a tellement de questions et évidemment on arrive malheureusement bientôt à la fin de cet entretien. La question que tout le monde se pose, est-ce on peut craindre un embrasement, une extension de ce conflit aujourd'hui ? Alors écoutez, c'est à craindre dans la mesure où il y a une séparation entre ce que veulent faire les pays arabes, je pense aux accords d'Abraham, c'est à l'Arabie Saoudite, et ce que pense la rue arabe. Et donc il risque d'y avoir une volonté de rejoindre la vue arabe et donc de dramatiser, il n'y a pas besoin de dramatiser, d'ailleurs c'est suffisamment dramatique, mais la situation actuelle. Et puis la réaction du gouvernement de Netanyahou qui veut montrer qu'il est en charge, et on sait que ces méthodes sont plutôt radicales. Oui, Netanyahou qui était d'ailleurs en difficulté ces derniers temps. Merci beaucoup Dominique Trinquant d'avoir été avec nous, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Restez bien avec nous sur Sud Radio parce que là aussi on va parler d'une infiltration, mais celle d'un journaliste qui s'est infiltré dans un hôpital psychiatrique. Il s'est fait passer dans la peau d'un schizophrène. Alexandre Massé-Dubois sera avec nous dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Johnny Hallyday, Requiem pour un fou, 1976, et on va parler des fous justement avec vous, Alexandre Massé-Dubois, journaliste et auteur de En devenir fou dans la peau d'un schizophrène aux éditions Phébus. Bonjour Alexandre Massé-Dubois. Alors vous avez eu un projet assez dingue, c'est le cas de le dire. Vous vous êtes infiltré dans un hôpital psychiatrique, vous vous êtes fait passer pour un fou. Et ça vous a permis un petit peu d'explorer cet univers des asiles psychiatriques. Oui, exactement. Alors j'ai fait cette expérience, puis cet ouvrage pour plusieurs raisons. J'ai des amis qui sont passés par l'hôpital psychiatrique et qui m'ont raconté un peu comment ça se passait à l'intérieur. Donc des prises de traitement extrêmement lourds, un manque d'accompagnement, de psychothérapie. Et puis en tant que journaliste, comme vous, je pense on suit régulièrement les tribunes signées par les psychiatres eux-mêmes, par les infirmiers, qui dénoncent le manque de moyens de la psychiatrie. La psychiatrie, c'est le parent pauvre de la médecine. Et je suivais également tous les ans les rapports de Dominique Simoneau, qui est la contrôleur générale des lieux de privation de liberté. Mais vous avez voulu aller voir, vérifier sur le terrain. Donc oui, racontez-nous un petit peu la genèse parce que bon, c'est pas évident de se faire passer pour un fou quand même. Enfin, ça dépend des gens, mais... Non, c'est pas évident. Je me suis entraîné.
interné, j'ai rencontré des malades. Je me suis renseigné, j'ai vu des documentaires, voilà, pour être vraiment dans la peau du personnage que je voulais incarner devant le psychiatre. Et puis Donc vous êtes entraîné pour aller voir un psychiatre. Voilà, exactement. Vous l'avez trouvé sur Internet. Vous avez choisi un psychiatre bien noté, c'est ça? Oui, c'est ça, spécialisé dans la schizophrénie, puisque c'est le rôle que je voulais incarner. Et je m'attendais à ce que ça dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que ça prenne beaucoup de séances. En fait, au bout de 12 minutes, le psychiatre a décidé de me faire interner. 12 minutes. Voilà, le diagnostic a été très rapide. Vous avez bien joué la comédie. Oui. Après, je veux pas accabler ce psychiatre, ni les psychiatres en règle générale. Je pense qu'il y a une responsabilité pénale aujourd'hui qui peut engager les psychiatres. Donc, ce psychiatre a considéré que je représentais un danger pour mon intégrité ou celle des autres. Oui, il faut préciser qu'ils sont quand même responsables si vous arrive quelque chose. Exactement. C'est pour ça que je veux pas accabler cette profession et que les psychiatres, tout comme les infirmiers que j'ai pu rencontrer, sont victimes du système, donc d'un système qui ne jure que par le traitement, mais d'un système aussi à bout de souffle et de moyens. La psychiatrie, c'est un secteur sinistré. On va en parler. Alors, vous commencez quand même votre livre en disant aux gens que j'ai trompé, à qui j'ai menti et hontément, à ceux qui me le pardonneront, parce que c'est vrai qu'il y a une question éthique qui se pose. Vous n'êtes pas le premier, c'est vrai, à vous infiltrer comme ça dans un hôpital psychiatrique, mais ça interroge. Il y a une question éthique, évidemment, et je me suis posé la question et j'ai ressenti de la culpabilité. Maintenant, l'infiltration, c'est emmener le lecteur là où il ne peut pas aller. Mais après, avec cette culpabilité, en fait, j'ai décidé très rapidement de reverser une partie de mes droits d'auteur à une association qui intervient en hôpital psychiatrique, justement. Voilà, ça me décharge une partie de la culpabilité, mais évidemment, c'est une démarche journalistique avant tout. Donc 12 minutes, vous vous retrouvez avec votre ordonnance, direction l'hôpital psychiatrique. Alors là, ça n'a pas été du premier coup, il y a eu une première tentative, et puis l'admission, et là, c'est pour ceux qui connaissent ce film mémorable, Vol au-dessus d'un nid de coucou, vous arrivez dans un monde complètement surréaliste. Oui, surréaliste. Je pense que personne ne peut se douter du drame qui se passe derrière ces murs. C'est un bâtiment, personne ne peut soupçonner d'ailleurs que c'est un hôpital psychiatrique. Il y a à peine écrit. Et oui, je suis arrivé dans un monde que je ne connaissais pas et que personne ne connaît. Et en fait, c'est le but de cet ouvrage. C'est témoigner du quotidien. Qu'est-ce que vous voyez quand vous arrivez ? Je vois des murs aseptisés, je vois des couloirs vides et je vois des gens qui font les 100 pas. C'est ce qui m'a marqué vraiment le plus, c'est l'ennui. Il y a une télé qui ne fonctionne pas, il y a 4 chaises, il y a un baby-foot 100 balles et il y a une odeur de mort, une odeur d'ennui. C'est absolument sinistre. Et il y a un psychiatre qui me disait que après, parce que dans l'ouvrage je fais intervenir des psychiatres, il me disait que la psychiatrie c'est la seule spécialité qui pense qu'on va soigner les gens en les enfermant derrière les murs. Oui, vous dites clairement c'est une prison. C'est une prison. D'ailleurs, je pense que c'est pas anodin que Dominique Simoneau, tous les ans, fassent un rapport sur les lieux de privation de liberté et qui est les prisons, tout comme les hôpitaux psychiatriques. Maintenant, ce que disait Nelly Bly en 1880, la différence entre un détenu et un patient, c'est que le détenu, lui, connaît la durée de sa peine. Il y a des entretiens avec les psychiatres, mais très peu finalement, et très froid. C'est très froid et en effet c'est 2 fois 5 minutes par semaine. Seulement. Et donc en fait pour beaucoup de patients que j'ai rencontrés, à qui j'ai parlé, c'est juste c'est expédié en 5 minutes, c'est juste pour dire bon ça va, on continue le traitement. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui étaient là depuis 1 an, depuis 2 ans. Alors, ce qui frappe aussi, c'est que vous devenez clairement, la plupart du temps, un numéro de chambre. On ne vous appelle même plus par votre nom. Oui, pour moi, les patients qui sont hospitalisés aujourd'hui, déjà, ils ont été invisibilisés par la société, on les met à l'écart, ils sont mis au bord de la société. Mais dans l'hôpital psychiatrique, c'est pareil, ce sont des numéros de chambre. Je trouve qu'il y a quelque chose de très déshumanisant, en fait, dans ces pratiques-là. Mais
Ça vient d'où? Ça vient du système ou ça vient quoi? D'un manque de moyens, d'un manque de formation du personnel? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive justement à déshumaniser alors qu'il y aurait un besoin majeur d'humanité dans ce cas précis? Oui, et tous les psychiatres, enfin la majeure partie des psychiatres le disent. Je pense que aujourd'hui c'est un système c'est ce qu'on me disait après, ce que les psychiatres me disaient, c'est un système qui ne jure que par le traitement, que le médicament a pris le dessus sur l'humain. Mais ça n'arrange personne. C'est pour ça que je veux pas accabler les psychiatres. C'est un système qui, faute de moyens financiers, sauf de moyens humains, va utiliser les médicaments, les traitements. Mais tout le monde a envie, les psychiatres, tout comme les patients, ont envie de plus d'accompagnement, de plus de psychothérapie, une écoute, une bienveillance. Mais le problème, c'est que l'hôpital psychiatrique, comme les médicaments, c'est une solution d'urgence et c'est pas une solution pérenne. Vos comparses, là, vous en parlez beaucoup parce que c'est aussi une expérience de plein de rencontres, des rencontres humaines. Ils vous le formulent, ça, ils auraient besoin d'écoute avant tout, et peut-être de moins de médicaments, où ils sont finalement complètement embués dans leur traitement chimique? Ils sont embués dans leur traitement qu'ils prennent matin et soir. Certains, la plupart d'entre eux ne savent pas d'ailleurs ce qu'ils prennent. Je leur posais la question, ils ne savent pas le nom des médicaments, mais ils les prennent très docilement, ils sont très résignés. Après oui, j'ai remarqué, et je leur ai posé la question, évidemment ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin d'être écoutés, puis ils ont besoin d'être aidés également. D'être aidés, ce qui m'a marqué également, ce sont tous ces patients qui marchent pieds nus dans les couloirs, dans la cour, dans une cour pleine de crasse, qui ont les pieds noirs, qui n'ont pas de chaussures, qui n'ont pas de chaussettes, qui ont simplement le pyjama bleu qu'on leur a donné à l'entrée. Donc ils ont besoin d'une bienveillance, d'une écoute, et puis ils ont besoin d'affaires, ils ont besoin qu'on les aide. Et vous dites d'ailleurs qu'il y a très peu d'affaires, il y a très peu de moyens. À un moment donné, il y a un des patients qui se blesse et là, il y a rien pour le soigner. Il s'ouvre la cheville dans l'escalier et il y a rien. Il y a rien, et à ce moment-là, il va prendre du papier toilette pour essayer d'éponger son sang, et j'ai essayé de l'aider. Et les infirmiers sont complètement dépassés. D'une part, ils sont pas assez nombreux. Il y a plus de formation en psychiatrie dans le diplôme infirmier depuis quelques années. Donc ils sont pas formés. Ils font des horaires pas possibles. Ils sont extrêmement mal payés. Ça, c'est aussi un vrai scandale. Donc les patients, in fine, sont complètement délaissés. Alexandre Massé-Dubois, vous parlez de médicaments. C'est le recours systématique aux médicaments. Et d'ailleurs, vous-même, vous arrivez, on vous donne un calmant, mais on vous laisse pas le choix pour dormir. Sauf qu'on oublie de vous parler des effets secondaires. Exactement. Et c'était du Tertior. C'est un très lourd psychotrope qu'on donne à tous les patients. Après, je pense que le médicament peut être utile en cas de crise, mais c'est pas une solution à long terme. Et je pense qu'il faut aussi prévenir les patients des effets secondaires. J'ai vu un soir un homme arriver à l'hôpital. Alors certes, je venais sûrement de faire une crise, mais il était en bonne santé, il était bien. Pendant une semaine, je l'ai vu par terre, la langue pendante, bavant. Ne pourra plus se nourrir. Je pense que, encore une fois, le médicament, ça doit être une solution d'urgence. Mais après, il faut un accompagnement. Oui, ça veut dire que vous pouvez à peu près entrer un peu fou et sortir très fou de ce genre d'endroit? Oui, et ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup de psychiatres. Il y a le psychiatre Roger Gentis qui disait ça. Oui, que vous citez dès le départ, d'ailleurs, effectivement. En 1976, qui comparait l'asile psychiatrique à une fabrique à fous. Sauf que ça n'a pas changé en presque 50 ans. On n'a pas fait de progrès. Ça n'a pas changé, c'est ce que dénoncent les psychiatres. Il y a un autre psychiatre, je vais citer un autre psychiatre qui s'appelle Jean Houry, qui disait en 98 qu'il fallait soigner l'hôpital avant toute chose, avant de soigner les malades. Pour soigner les malades, il faut soigner l'hôpital. Il y a aussi la question du consentement, parce que tous ces médicaments, à un moment donné, est-ce qu'on accepte de les prendre, ou voilà, on est interné puis on n'a pas le choix? Je pense que beaucoup n'ont pas le choix, ou alors que beaucoup ne sont pas au courant non plus de leurs droits. Moi, je suis rentré en soins libres. Il y a plusieurs types d'hospitalisation. Oui, il y a deux statuts juridiques, soins libres et. Après, il y a les soins sous contrainte. Donc, il y a la de mode d'un tiers. Il y a
l'hospitalisation d'office. Alors la demande d'un tiers, ça veut dire quoi? Moi, mon mari m'ennuie à la maison, je le trouve un peu dingue, je peux l'envoyer en hôpital psychiatrique comme ça ou c'est plus complexe? C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus complexe. Non, il faut un avis médical, mais il y a beaucoup... Oui, apparemment, en 12 minutes, on vous envoie à l'asile, donc ça interroge. J'ai rencontré un patient qui avait tout juste 18 ans, que son père avait fait interner, parce que, voilà, sur la base d'un certificat médical, on lui avait dit qu'il était schizophrène. Je l'ai rencontré le premier soir. Il m'a dit, je ne suis pas malade. Voilà, il m'a dit, je ne suis pas malade, je ne suis pas fou, je ne suis pas schizophrène. Et pourtant, il avait été hospitalisé à la demande de son père. Et il est resté, il y est peut-être encore parce que on lui a donné des traitements extrêmement lourds dès le début. On continue à parler de cette expérience folle avec vous dans quelques instants, Alexandre Massé-Dubois. Oui, et puis surtout avec vous, chers auditeurs, comme d'habitude, 0826 300 300, on attend vos réactions au standard. Et puis réagissez sur Facebook, sur YouTube ou en direct à la radio, 0826 300 300. À tout de suite. On se retrouve en direct sur Sud Radio avec Alexandre Massé-Dubois, auteur de En devenir fou aux éditions Phébus. Alexandre Dubois qui est journaliste et qui s'est fait passer pour un fou et qui a passé une semaine donc dans un hôpital psychiatrique. 0826 300 300 et les auditeurs réagissent. Esteban. Oui, puisque nous avons un appel d'Alexis qui nous appelle depuis Puteaux en région parisienne. Bonjour Alexis. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on vous écoute Alexis. Alors, moi j'avais une question pour Alexandre. Est-ce que tu as parlé de pérennité dans ton discours? Est-ce que tu as entendu parler de la paire-aidance entre citoyens qui sont passés par l'hôpital psychiatrique et qui s'entraident? Souvent ils ont la même pathologie et ils s'entraident entre eux dans la vie de tous les jours et dans des associations. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Bonjour Alexis, j'en ai entendu parler, oui, parce que j'ai beaucoup discuté avec des associations qui interviennent en milieu psychiatrique, mais aussi des associations qui veulent remettre l'usager au centre du débat finalement. Au centre du système. Donc j'ai entendu parler de cette initiative. En effet, il y a des initiatives qui existent et en effet qui permettent finalement d'écouter le patient, d'écouter l'usager de la psychiatrie. Et c'est une manière, en effet, pour moi, de remettre le patient au centre du système, de l'écouter. Merci en tout cas, merci Alexis. Merci. D'autres auditeurs réagissent, Esteban, c'est un sujet qui semble passionné. Ouais, pas mal de réactions ce midi puisque nous avons Nadine qui nous appelle depuis Bordeaux. Bonjour Nadine. Bonjour. Voilà, moi je vous appelle parce que j'ai connu cette affaire de psychiatrie, j'aurais jamais cru d'ailleurs. C'est ma jeune fille qui était pas bien et qui est venue à un psychologue. La psychologue, elle lui a parlé plusieurs fois et j'ai essayé de lui parler aussi. Elle a jamais voulu m'écouter. Moi, j'ai jamais voulu que je participe aux entretiens de ma fille et elle l'a envoyé voir un psychiatre depuis et ça a été un engrenage d'anxiolytiques. Les anxiolytiques ont fait on a baissé parce qu'on a vu qu'on nous a dit faut faire attention avec les anxiolytiques. Elle s'est retrouvée à faire une tentative de suicide. Elle a été hospitalisée, engrenage. Après, il y a eu des médicaments très lourds et maintenant le neuroleptique, vous voyez. Et en fait, moi, je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui a fait que? Parce que c'est une jeune fille qui avait travaillé, sérieuse. Et en fait, j'ai avec des médecins qui m'ont fait faire des tests. Elle a la maladie de cœliaque. C'est pour ça qu'elle se sentait pas bien dans sa tête. Elle avait des problèmes. Oui, tout à fait, madame. Oui. C'est horrible. Ils n'ont jamais fait de recherche. J'ai dit à psychiatre, écoutez, faites des recherches. Elle est intolérante à beaucoup de choses. Au blé, elle est intolérante au lactose et elle se sentait petite, elle n'était pas très bien des fois. Elle avait, je le voyais à ses yeux, elle avait des creux, elle manque, elle a des anémies un peu. Et non, elle me rigolait au nez, la psychiatre, et effectivement, maintenant, elle a des neuroleptiques. En fait, elle était allergique, c'est ça, tout simplement? Intolérante, mais c'est comme des allergies, si vous voulez. Oui. C'est intérieur, en fait, c'est provoqué par des problèmes de tête, de mal de tête, ou d'être pas bien. On n'est pas bien quand on a des maladies. Sauf qu'on l'a bourré de calmants.
Eh ben en fait, ils n'ont jamais recherché vraiment ce qu'elle avait vraiment. Et oui, elle a des intolérances assez importantes. Moi, j'essaye de l'enlever le pain, enfin tout ce qui est pain et lactose, parce que tout ce qui est, j'ai fait des examens très très approfondis par un médecin qui m'a dit faites-lui ça, et j'ai l'intolérance l'association d'intolérance m'a dit qu'effectivement ça peut provoquer des schizophrénies. Dans son cas, effectivement, ça lui donne des schizophrénies. Mais c'est pas lié à une maladie. C'est une maladie qui est faite d'intolérance. Vous voyez, d'intolérance qui si elle enlève tout, elle guérira, quoi. Mais c'est très difficile à. Voilà. Oui. Et merci Nadine. Ils veulent pas rechercher. Merci Nadine, en tout cas de votre témoignage. Alexandre, ça pose évidemment plein de questions, ça interroge le manque de moyens, parfois de l'amateurisme peut-être, et aussi la dépendance à ces médicaments. Vous en avez vu justement sortir de là et être complètement dépendant Oui, enfin j'ai reçu beaucoup de témoignages depuis la sortie du livre, et j'ai rencontré quelqu'un qui me disait qu'il avait passé 20 ans en hôpital psychiatrique, et il en est sorti, et il y a eu un suivi, un accompagnement, et il m'a dit j'ai perdu 20 ans de ma vie. Donc encore une fois, l'hôpital psychiatrique ça doit être une solution d'urgence, mais derrière il faut qu'il y ait un accompagnement. Mais on en sort quand même. Pour certains non. Pour certains c'est une prison à vie. Moi j'ai eu la chance de sortir très rapidement, mais certains ils sont encore. Tous les gens que j'ai pu rencontrer qui m'ont apporté qui était d'une humanité absolument incroyable. Certains ils sont peut-être encore. La psychiatrie. C'est un secteur vraiment sinistré. La psychiatrie, c'est 30% de postes vacants. C'est une fermeture de 60% des lits depuis 40 ans. Il y a une crise de vocation, il y a une crise de formation. Et il y a un recours aux médicaments à tout prix. C'est pas uniquement dans les hôpitaux psychiatriques. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques années. La consommation d'antidépresseurs chez les enfants entre 6 et 17 ans a augmenté de 70%, 62% entre 2014 et 2021. Mais vous dites à un moment donné dans votre livre que c'est finalement pas un problème tant que ça d'argent, mais de mauvaise gestion des deniers. C'est qu'on devrait faire tout simplement autrement. On rappelle quand même que la santé mentale, c'est le premier poste de l'assurance maladie. Exactement. C'est près de 24 milliards d'euros par an. Alors c'est pas moi qui le dis, ce sont les psychiatres. C'est un psychiatre, Vincent Girard, à Marseille, qui me disait qu'il y avait une mauvaise utilisation, qu'il y avait un pognon de dingue, mais qu'il y avait une mauvaise utilisation des deniers publics, qu'il y avait beaucoup de bureaucratie, qu'il y avait beaucoup de rapports à faire. Et c'est vrai que je voyais au quotidien les infirmiers qui n'avaient pas le temps de s'occuper des patients et qui passaient leur temps à faire des rapports. Donc je pense qu'en effet, c'est au-delà d'un manque de moyens, c'est aussi un système, tout un système qui ne jure que par le médicament. On imagine à quel point ça doit être aussi difficile pour ces personnels qui doivent être, qui sont là certainement par empathie aussi, parce qu'on n'est pas là par hasard et qui sont finalement impuissants. Exactement. Et à la fin de l'ouvrage, je fais intervenir une infirmière qui m'explique qu'elle, c'était son rêve d'être infirmière en psychiatrie, mais qu'elle a été dégoûtée par le milieu, par le système, dégoûtée par les médicaments, par ce système-là. C'était son rêve, et elle m'a expliqué que le soin avait pris le dessus, avait remplacé le prendre soin. Donc voilà, que dans ce milieu, ça n'arrange personne, et tout le monde est victime, les psychiatres, les infirmiers et les patients, tout le monde est victime de ce système et du manque de moyens. Je le disais tout à l'heure, il y a eu aussi des rencontres. Quels étaient le profil, entre guillemets, des personnes que vous avez rencontrées dans cet hôpital ? Ça allait de 18 à 75 ans, ça peut être... C'était des personnes qui auraient pu être mes parents, mes amis, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de profil type. Ce qui est sûr, c'est que les gens que j'ai rencontrés m'ont apporté énormément de choses. Et l'ouvrage leur est dédié, parce que si ça peut faire... évoluer les mentalités, et si ça peut faire réaliser. Ça veut dire, vous dites, ça peut être vous, moi, mes parents, ça veut dire quoi? Que tout le monde peut basculer à un moment donné? Il y avait un ancien millionnaire, vous le décrivez, qui... Exactement. Aujourd'hui, il y a une personne sur 4 qui est touchée dans sa vie par des problèmes de cet ordre-là. Donc tout le monde peut être concerné. Comme l'enquête de Victor Castanet sur les EHPAD, finalement, c'est une problématique qui nous touche tous, la psychiatrie.
Merci en tout cas, Alexandre Massé-Dubois. Je rappelle le titre de votre ouvrage, En devenir fou, aux éditions Phébus, dans la peau d'un schizophrène. En tout cas, vous en êtes sorti et voilà, bon courage à ceux qui y sont et à ces soignants qui sont extrêmement courageux. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. Avec nous sur Sud Radio, puisque dans un instant, Stéphanie Demuru reçoit Philippe Assou qui vient nous voir pour son livre coécrit avec Sœur Emmanuel. On va aborder plein de sujets, on va revenir sur le conflit israélo-palestinien, on parlera de pauvreté, d'enfants et on reviendra sur les propos du pape concernant les migrants avec vous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. 13h03 sur Sud Radio, on est toujours dans Berkov dans tous ses états. Aujourd'hui, Stéphanie Demuru reçoit pour son face-à-face Philippe Assou, prêtre du diocèse de Nice et co-auteur de Sœur Emmanuel, Sauver les enfants, c'est aux éditions Flammarion. Philippe Assou, prêtre donc du diocèse. Philippe Assou, vous fûtes pendant 15 ans le collaborateur et conseiller spirituel de Sœur Emmanuel. Vous êtes donc, on le disait, prêtre, docteur en théologie, en sciences du langage. Bonjour, merci d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir ici dans ce studio, nouveau studio de Sud Radio. Alors avant de revenir en longueur sur celle que l'on surnommait la petite sœur des chiffonniers du Caire, on va parler un petit peu d'actualité aussi parce qu'on a le temps. On a 1 heure ensemble. Votre regard de religieux sur ce conflit israélo-palestinien qui semble sans fin. Parlons vrai. C'est le slogan, effectivement. On ne peut pas comprendre la situation actuelle sans un minimum de regard sur l'histoire. Parce que c'est un conflit géopolitique et il est malheureusement et dramatiquement sur le long terme. Tout d'abord, il convient tout de même de condamner avec fermeté une atteinte territoriale et contre des populations civiles au mépris du droit international et des droits humains. Enfin, il faut être clair là-dessus tout de même. Mais on ne peut pas comprendre cet événement sans ce qui s'est passé en 1948, où en application de la résolution 181 des Nations Unies, a été créé un État hébreu, l'État d'Israël, aurait dû voir le jour un État palestinien, et la Ligue arabe, c'est-à-dire 7 pays limitrophes et au-delà, ont déclaré immédiatement la guerre le 15 mai 48 à l'État d'Israël, et ont persuadé les Palestiniens qu'ils n'auraient pas de souci à se faire, que l'État d'Israël ne verrait jamais le jour, et ont favorisé leur exil, puisque les Palestiniens étaient méprisés. Les États arabes, certains auraient perdu des territoires s'il y avait eu un État palestinien. Ce n'est que plus tard, grâce notamment à l'action de Yasser Arafat, qui a pris la main grâce au Front de Libération de la Palestine sur l'OLP, que la cause palestinienne est devenue un drapeau pour le monde arabe. Mais c'est tardif, voilà. Et évidemment, aujourd'hui, nous avons ce clivage entre sunnites et chiites, entre Hamas et autorités palestiniennes, entre l'Iran, évidemment les influences de l'Iran, de l'Arabie Saoudite. Enfin, c'est éminemment complexe, Mais cette complexité ne nous empêche pas de dire un drame se joue là maintenant. Des femmes, des enfants, des civils sont otages, des militaires aussi. Bon. Le pape François, en tout cas, a toujours prôné le dialogue et la paix dans ce conflit. Ça paraît un petit peu anachronique aujourd'hui avec cette opération militaire terroriste, clairement, du Hamas. Le pape, d'ailleurs, qui réagit. Je suis avec tristesse ce qui se passe en Israël, que les attaques et les armes cessent, s'il vous plaît, et que l'on comprenne que le terrorisme et la guerre ne mènent à aucune solution. La guerre est une défaite. Bon, on imagine que vous n'allez pas critiquer
Géraud, Yalla, elle m'emmène avec elle, je l'emmène avec moi. Yalla en avant, en arabe, comme aimait tant à le prononcer sœur Emmanuel, comme un cri de ralliement, un appel à se tenir debout, à lutter contre la pauvreté, la misère, elle qui a consacré sa vie notamment aux enfants pauvres. On est avec Philippe Assot, prêtre du diocèse et co-auteur de Sœur Emmanuel sauver les enfants aux éditions Flammarion. Philippe Assot, vous vouliez du coup rendre hommage à Sœur Emmanuel qui nous a quittés il y a 15 ans. Cet ouvrage, ce sont vos derniers échanges avec elle. Presque. Puisque une partie de mes échanges, et je m'en explique dans la préface, était consacrée à son accompagnement personnel. Et donc de ceci, je ne dirai jamais rien. Mais de fait, nous avions décidé, dès 2007, d'explorer ce qu'elle voulait dire par ce slogan « Il faut sauver les enfants ». Que voulait-elle dire ? Et elle s'en explique de fait. Vous lui avez posé la question, sa réponse n'était pas évidente au début. Elle m'a dit, mais j'ai passé ma vie à l'expliquer, Philippe. Et bon, finalement, ça s'est fait quand même. Racontez-nous. Ah, mais c'était Sœur Emmanuel. Elle était d'abord dans l'action. Et c'était son action qui parlait, en quelque sorte. Mais pour ce qui était d'expliciter, c'était plus compliqué pour elle. Il fallait un peu lui tirer les vers du nez. Voilà. Alors, est-ce qu'elle a réussi à le théoriser ? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Il y a, je pense, deux pans. Le premier qui est surtout développé dans l'ouvrage, le premier ouvrage que nous avons écrit en collaboration, qui est Richesse de la pauvreté. C'est comment le fondamental, c'est de vivre et d'agir avec et pour les pauvres. C'est le fondement de son action, de l'action humanitaire, voilà. 1. 2, sauver les enfants, c'est d'abord leur permettre l'enseignement. Et quand elle dit enseignement sur Emmanuel, c'est tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'aspect sanitaire, social, l'hygiène, etc. Mais l'instruction. 2, l'éducation. Et 3, sauver, c'est deux choses. C'est leur permettre d'aller vers leur propre identité, ce que chaque personne humaine est appelée à être et à devenir, ce qui n'est pas simple. Mais cette identité, elle doit être forcément fraternelle, sociale, en relation. Voilà. Elle disait un enfant qui va à l'école est un enfant qui est sauvé. Voilà. Un enfant qui va à l'école est un enfant sauvé, c'est le premier pas, parce que le salut, je l'ai dit de manière positive comme objectif, de manière négative, le salut c'est de sortir de la fatalité. Quand vous naissez enfant des Abalines, des chiffonniers du Caire, votre destin c'est d'être un Zabaline, d'être un chiffonnier, de n'avoir aucun avenir social, d'être méprisé par l'autre partie de la population, d'être un impur en quelque sorte, un paria, et de ne jamais sortir du bidonville. C'est un enfermement à tout point de vue. Et bien sauver, c'est sortir de l'enfermement, sortir de la fatalité, avoir un horizon. Vous parlez là de la dernière partie, en tout cas la troisième partie de sa vie. Au lieu de prendre la retraite, de sa retraite, elle a décidé d'aller effectivement au Caire, dans les bidonvilles, aider ses enfants. Et vous expliquez, elle explique, dans le livre, qu'au début, les parents sont assez réticents finalement. Les parents sont très réticents, pour plusieurs raisons. D'abord, ils ignorent ce que c'est l'école, ils n'y sont jamais allés eux-mêmes. Il y a une méfiance. C'est plus que ça. Parce que aller à l'école, c'est priver aussi de la force économique de travail des enfants. Des 4-5 ans, 3-4-5 ans, ils sont mis au boulot pour le tri des déchets. Et dans tous les endroits vraiment pauvres, malheureusement, où c'est comme ça, les enfants sont aussi une force de production économique. Ils bossent. Comprenez ? Elle explique d'ailleurs ce mépris terrible de ces enfants qui ramassent les poubelles. Les gens leur ouvrent la porte, ne les regardent pas vraiment, ils ne les touchent pas. Voilà, ne les touchent pas. Ils posent les poubelles par terre et les enfants les prennent. Alors à la fois on ne les touche pas parce que ce sont des parias de la société, ils vivent sur le tas d'ordures, enfin bon, ce sont les autres, ce sont les ramasseurs de poubelles, quoi. Et deux aussi, il y a des motifs parfois religieux, puisque pour les chrétiens, notamment, il y a des abalines musulmans, des chiffonniers musulmans, des chiffonniers chrétiens. Sœur Emmanuel s'est adressée à tous et à toutes indistinctement, mais les chrétiens élèvent par exemple des porcs et ils sont impurs aux yeux des musulmans. Et elle a ce courage-là de les sortir. Elle en a sauvé
beaucoup. Elle est entre guillemets, alors c'est un vocabulaire un peu politique, mais elle est satisfaite de son bilan ou elle a. Non, mais c'est une question que vous lui avez posée. Oh, mais je n'ai pas besoin de la poser. Elle s'en est expliquée en long, en large, en travers. D'un côté, non, parce qu'elle dit toujours et les autres. Et les autres. Moi, je n'ai fait que mettre une goutte d'eau dans l'océan de la misère et de la pauvreté. Ok. Et d'un autre côté, avant sa mort, il n'y avait plus un seul bidonville. Tout était transformé en dur. Les enfants étaient scolarisés. Elle a d'abord commencé par des crèches, puis ça a été des écoles, puis des collèges, puis des lycées. Et maintenant, les enfants peuvent aller au lycée et à faire des études supérieures. Donc oui, mais il y a tant d'autres enfants. Vous y êtes retourné là-bas, vous, où elle était, justement, Sœur Emmanuelle? Moi non, mais l'association Sœur Asma et Sœur Emmanuelle continue l'action, en lien bien sûr avec Sœur Sarah et les religieuses coptes au Caire. Oui. Aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, donc l'action de Sœur Emmanuelle se poursuit grâce à la coordination de Sœur Sarah avec l'aide d'associations. Comme je l'ai dit, maintenant tout est en dur, la scolarisation est en cours, il y a toujours une antenne et une intervention au Soudan, et malheureusement, le Soudan a de nouveau pris feu. Je voudrais juste rappeler ceci sur l'urgence contemporaine. 20 000 enfants dans le monde sont déportés, exilés chaque jour. Et en 4 mois au Soudan, 1200 enfants sont morts, non pas de la guerre, ou de manière violente, dans les camps de réfugiés, de maladies et de faim. Comprenez? Donc, la misère, la pauvreté, c'est un océan. Aujourd'hui, elle aurait été au Soudan, Sœur Emmanuelle? Bien sûr. Clairement. Et bien en tête. Il y a beaucoup d'associations qui prennent le relais, à l'instar de celle de Sœur Emmanuelle, aujourd'hui, dans ces pays où il y a un abandon et une indifférence totale. Il y a énormément de personnes, d'associations qui sont mobilisées. Et je regrette, voyez, que dans l'univers médiatique, fasciné par l'immédiateté de l'actualité, l'actualité profonde, comme par exemple le fait que, malgré les orientations de l'ONU suivies par l'UNESCO, en 2030, il y aura encore 245 millions d'enfants qui n'auront aucun accès à l'instruction. Aucun. Bon, je parle de la faim, je parle de l'exil. Ce sont des choses de fond. Eh bien, mettons aussi le projecteur sur tous ces hommes, toutes ces femmes, toutes ces institutions, publiques, privées, ONG, État, qui travaillent. Voyez. Des enfants que l'on retrouve malheureusement souvent dans les bateaux qui essayent de traverser la Méditerranée. C'est un phénomène qui va en s'accroissant et qui va aller en s'accroissant avec le réchauffement climatique. Nos auditeurs le savent, le phénomène migratoire ne fait que commencer. L'instabilité géopolitique, les guerres, on le voit bien. Les changements climatiques, donc les désertifications, la faim, la soif, vont pousser de plus en plus d'hommes et de femmes sur les routes de l'exil et de la migration. Malheureusement, notre mer commune, la Méditerranée, est un cimetière. On ne peut pas être simpliste dans la question, bien sûr, mais considérons les droits humains simples d'hommes, de femmes et d'enfants qu'on ne peut pas simplement renvoyer, comme dit le pape, les renvoyer aux mains des passeurs. Parce que le pape François, pour les idéologues de tout poil, qui l'admirent ou qui le conspuent, dirait des choses simplistes, mais pas du tout. Il analyse les difficultés dans les pays d'origine. Oui, il a quand même fait la morale aux Occidentaux, à son arrivée à Marseille. Il est dans son rôle. C'est normal. Mais est-ce aussi simple, effectivement, sur le terrain, avec les opinions publiques, avec l'accueil qui est difficile, avec la pauvreté qu'il y a aussi en France? Le rôle du pape est d'être une autorité morale, sinon spirituelle, mais morale. Bon, vous savez ce qu'a dit un fameux chef d'État de l'URSS. Hein. Le pape, combien de divisions? Bon, voilà. Il ne peut faire que ce qu'il ne
peut faire et qu'il sait faire, qu'il doit faire. Mais ce qu'il dit est simple, c'est que dans l'Évangile, à celui auquel il a été beaucoup donné, il sera demandé davantage. Nous avons une responsabilité, nous, pays riches et développés, parce que riches et développés. Est-ce que le Vatican accueille des migrants? Oui. Combien? Je ne sais pas le chiffre, mais à la maison Sainte-Marthe où habite le pape, des migrants ont été accueillis. On va se retrouver dans quelques instants, Philippe Assot. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Sœur Emmanuel, Sauver les enfants, et ce sont les derniers échanges que vous avez eus, en tout cas avec Sœur Emmanuel. Oui, et puis on va prendre vos réactions sur Sud Radio. Restez bien avec nous. 0826 300 300. On vous attend au standard. À tout de suite sur Sud Radio. 13h30 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h aujourd'hui dans le face-à-face. Stéphanie Demuru continue cet entretien avec Philippe Assot, prêtre du diocèse de Nice et co-auteur de ce livre Sœur Emmanuel, Sauver les enfants. C'est aux éditions Flammarion. Philippe Assot, effectivement, qui fut un collaborateur, si on peut appeler ça comme ça, de Sœur Emmanuel. Alors, dans ce livre où vous relatez, Philippe Assot, les derniers échanges avec elle, il y a plein de choses. On y reviendra d'ailleurs. C'était assez cocasse, les conseils éducatifs que Sœur Emmanuel donne, ça paraît simple comme ça, mais enfin quand on l'applique, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis de belles anecdotes, ce fait incroyable qu'on avait un petit peu oublié. Mustafa Kemal, alias Atatürk, le président turc de 1923 à 1938, avait confié ses 3 filles adoptives à l'école dans laquelle travaillait Sœur Emmanuel. Alors Sœur Emmanuel, elle explique qu'il savait que cette école apporterait une contribution à son projet, à Atatürk, une nation turque moderne, avec des femmes qui occuperaient le premier plan. Ça paraît incroyable aujourd'hui. Que dirait Sœur Emmanuel sur la Turquie d'aujourd'hui? Mais c'est vrai que ça paraît fou que ce président turc ait envoyé ses enfants dans cette école plutôt catholique, avec des sœurs catholiques. Ça paraît incroyable aujourd'hui. Mustafa Kemal, qui a pris le nom de famille au moment où il l'a imposé à tous, de Atatürk, le père des Turcs, a adopté des enfants, des filles, dont notamment arméniennes, chrétiennes. Et donc, il les a confiées à l'école Notre-Dame de Sion, tenue par des religieuses catholiques, dans un contexte général de militance de sa part, de fondation d'un État turc moderne, c'est-à-dire laïque. Eh oui. Sœur Emmanuel raconte, petite anecdote, au moment où Mustafa Kemal impose sa réforme de la laïcité, il dit: ou tête sans kéfier, signe religieux musulman, ou kéfier sans tête. Donc on promettait de couper la tête à tous ceux qui portaient des signes ostensibles. Les temps ont changé, hein. Oui, et donc par exemple, toutes les religieuses de Sion, mais aussi le futur pape Jean XXIII qui était nonce apostolique, sont obligés de s'habiller en Pékin, de quitter l'habit religieux en Turquie. Et tout le monde est ravi. Ça lui plaisait bien, ça, Sœur Emmanuel. Elle avait un côté très féministe. Très féministe. Oui. Très féministe, mais pas au sens féministe probablement pour certaines féministes contemporaines. Voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, nous pouvons qu'observer la récession de ce point de vue, au moins, de la Turquie actuelle. Bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle aurait pensé de ces débats, notamment sur la baya, l'interdiction dans les écoles? Est-ce qu'elle aurait vu ça d'un bon œil? Sœur Emmanuel aurait dit peut-être 2 choses. Elle aurait dit, moi vous voyez, à partir de 1931 jusqu'en 1993, j'ai vécu en monde arabo-musulman, ou plutôt musulman, puisque Turcs ne sont pas des Arabes. C'est une orientale. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, connaissant la France, elle aurait dit, et connaissant aussi certaines velléités islamistes radicales, qu'elle réprouvait, qu'elle ne confondait pas avec l'islam, elle aurait dit, il faut être très ferme. Très ferme, oui. Sœur Emmanuel, par exemple, a été inquiétée par des islamistes au début, au Caire. Et ce sont les abalines, les chiffonniers, les hommes, y compris musulmans, qui l'ont défendu et empêché son arrestation, voire des inquiétudes physiques au début, avant qu'elle ne fût célèbre, puis évidemment nationalisée, égyptienne, par le président Moubarak. Ça a été autre chose, mais au début ça n'a pas été simple.
Mais elle aurait bien fait la différence, attention, entre les musulmans, enfin honnêtes et croyants, et ces mouvements islamistes qui montaient en puissance de son temps, les frères musulmans, qui dans le monde, notamment arabo-musulman, mais pas seulement, turc aussi, ont commencé à avoir le vent en poupe, radicalisé et prôné des actions violentes. On apprend, je vous disais, plein de conseils. Vous parliez de fermeté. Il y a un gros chapitre qui prend d'ailleurs le 3/4 du livre, la moitié du livre. Alors ça, je m'adresse aux parents, aux grands-parents. On apprend qu'il ne faut pas crier. Bon, des choses qu'on sait déjà, mais enfin, quand on les relit, on se dit mince, il faut les appliquer. C'est pas toujours évident dans la pratique. Il faut appliquer les punitions, jamais revenir en arrière, jamais de fesser. C'est un petit peu le sketch, je ne sais pas si vous le connaissez, de la maman calme de Florence Foresti. Bref, il faut être un parent exemplaire, c'est quand même difficile. Non, elle le dit, c'est très difficile l'éducation, on n'y arrive pas, elle le dit. Non, elle le dit, attention, elle est mesurée. Puis elle dit qu'il faut avoir beaucoup d'humour. Oui, voilà. Ça, l'humour, oui. Voilà. Mais enfin, parfois on le perd. Voilà. Quand on est devant des récalcitrants. C'est très bien ce que c'est. Elle-même a perdu ses moyens un jour devant une élève qu'elle a giflée. Une élève. Elle l'a regretté toute sa vie. Vers 1935. Et elle dit, dans la vie d'une enseignante, une gifle, c'est une gifle de trop. Une seule. Je l'ai regrettée toute ma vie. Pourquoi ? Parce que c'est une perte de contrôle de soi. Or, l'autorité éducative est nécessaire. Et l'autorité, c'est ce qui permet, c'est ce qui appelle à grandir, vous voyez, l'enfant à grandir. Et pour cela, il faut que l'adulte éducateur, enseignant, parent, grand-parent, tonton, tata, et éducateur, soit en soi-même. En soi-même, moi-même, vous voyez, que la parole vienne de soi, de l'intérieur, en quelque sorte, de manière calme. Quand on est hors de soi, c'est pas facile. Et elle donne des conseils, attention. Je sais pas si vous avez lu. Si, j'ai lu. Mais je me suis dit, mince. Je m'en doute, Stéphanie, je m'en doute. Mais elle dit, voilà, si vous n'y arrivez pas, avant de réagir, allez à la fenêtre, respirez, buvez un petit coup, allez boire un verre d'eau, une gorgée d'eau, enfin, faites quelque chose pour mettre un peu de distance. Mais c'est vrai, il n'y a pas, elle l'affirme, il n'y a pas d'éducation parfaite, parce que nous, êtres humains, nous sommes imparfaits, les adultes, et les enfants sont imparfaits, voilà. Il y a dans l'enfant du bon, du mauvais. Mais elle dit qu'il faut toujours respecter les enfants, respecter leurs différences. Alors ça, je vais être un petit peu provocatrice, mais l'Église ne respecte... Non, mais là, bon, quand même, on n'est pas là que pour s'envoyer des fleurs. Non, mais ne respecte pas toujours la différence. Regardez, aujourd'hui, on refuse la bénédiction. Alors, on en parlera peut-être avec le synode qui est en cours actuellement à Rome. Mais enfin, voilà, on bénit pas les divorcés, on bénit pas les homosexuels. Donc voilà, elle dit faut respecter quelles qu'elles soient les différences de l'enfant, mais enfin, est-ce que l'Église donne l'exemple ? Il y a plusieurs questions dans votre question. Oui, mais bon, alors, donc, je vous laisse vous en dépatouiller. Oh, merci. Puis j'aime bien la provocation, et sœur Emmanuelle l'aimait davantage encore, provocatrice qu'elle était. Non, le respect de la différence, qui est le respect de l'identité. Puisque chacune de nous sommes dans notre identité différents. Bon, c'est un fondement biblique, chrétien, d'ailleurs juif, enfin bon, c'est dans la Bible. Bon. Mais le respect de la différence et de l'identité, ce n'est pas l'indifférenciation. Justement, on est tous pareils. Bon. Vous parlez, les questions des divorcés remariés, c'est une chose. Mais par exemple, l'homosexualité. Et le cardinal Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, futur pape Benoît XVI, dans son instruction sur la question, rappelle bien que selon la doctrine de l'Église catholique, l'homosexualité en elle-même, comme orientation sexuelle, ne constitue pas un péché. C'est dans l'identité non voulue de la personne. C'est autre chose qui est en jeu. C'est lorsque on veut équiparer l'hétérosexualité et l'homosexualité, où cela pose problème pour l'Église catholique. Quand on veut indifférencier
Oui. Voilà, tout simplement. Est-ce que les choses vont évoluer à ce niveau-là, puisqu'on le disait, il y a un synode qui se tient en ce moment même. Hein. Ça a débuté la semaine dernière pour 1 mois. On rappelle que c'est le fruit d'une consultation des catholiques du monde entier pendant 2 ans quand même. Il n'y a rien qui filtre, hein, parce que le pape a imposé une cure médiatique. Il y a ces sujets justement qui sont abordés. Vous vous attendez à des grands changements? On le qualifie déjà de synode historique. Bon. Un synode, c'est donc c'est un synode des évêques. Donc ce sont des débats à partir d'un document de travail préparatoire, et il faut laisser le temps au débat, la liberté du débat, pour qu'il y ait enfin un document final qui sera promulgué par le pape selon la forme que le pape voudra. 1. 2. Le but de synode, comme tous les synodes, si vous voulez, c'est que l'Église catholique devienne un peu mieux, un peu davantage elle-même. Et c'est un gros mot synodal. Hein. L'Église doit être synodale. Et synodale, ça veut dire marcher ensemble. Est-ce que ça c'est doit possible embarquer de tout le marcher monde ensemble? Parce qu'il y a des conservateurs, il y en a d'autres un peu moins, qui espèrent des avancées, notamment, je vous le dis, sur la question des LGBT, des divorcés, la place des femmes. Est-ce qu'on peut attendre des choses de ce point de vue-là? Je vais répondre de manière lapidaire, mais je crois juste. Hein. Regardez les débuts de l'Église au 1er siècle de notre ère. Ah, c'était pas drôle, hein. Ils se sont drôlement engueulés sur des choses fondamentales dans leur différence entre les tenants hébraïsants d'un judaïsme chrétien un peu étroit, entre les tenants de l'ouverture aux Grecs, aux païens, entre eux, les conflits de pouvoir. Presque 2000 ans plus tard, ça a marché ensemble. Hein. Bon, donc espoir. Ah ben plus que ça, oui, c'est... On va se retrouver Conviction. dans quelques instants, Philippe Assot, pour la suite de ces conversations. 13h41 sur Sud Radio. On va prendre vos appels au standard 0826 300 300. Appelez-nous, on vous attend. À tout de suite sur Sud Radio. Dernière ligne droite sur Sud Radio. Nous sommes toujours avec Philippe Assot qui vient nous voir pour ce livre, coécrit avec Sœur Emmanuelle, Sauver les enfants. C'est publié chez Flammarion. Et puis nous sommes en direct avec Pierre qui nous appelle au 0826 300 300. Pierre, vous nous appelez de Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour. Oui, je disais que, au fond, Sœur Emmanuelle disait que quelque part, elle n'était qu'une goutte d'eau dans un océan de misère, mais l'essentiel, c'est au fond ce qu'elle a réussi à transmettre, c'est-à-dire l'espoir, et elle donne aux gens l'envie peut-être de faire la même chose. Et je crois que c'est ça l'essentiel d'une personnalité comme Sœur Emmanuelle. Et quant aux enfants, je crois que lorsqu'elle dit que, bon, en effet, elle a regretté de mettre la gifle, je pense que l'homme ou l'être adulte doit donner l'image d'une force aux jeunes, et justement cette force bien sûr ne passe pas par la gifle, mais elle passe par une sorte de solidité où elle maîtrise, où la personne maîtrise la totalité de ses humeurs et voire de ses impulsions, quoi, hein. C'est-à-dire qu'au fond la personne, l'enfant a besoin d'une personne forte en face, et Sœur Emmanuelle, me semble-t-il, est l'exemple même de cette force de la nature. Merci Pierre. Philippe Assot, votre réaction? Merci Pierre de cette réaction. D'un mot d'abord sur la question de l'adulte, dans la position éducative, amoureuse, aimer l'enfant. La force de l'adulte, elle n'est pas tant dans sa maîtrise complète, totale, ou dans sa perfection. Par exemple, vous voyez, un adulte est très fort, de la vraie force, lorsqu'un enfant lui pose une question, et au lieu de faire le fanfaron et d'inventer une réponse, l'adulte dit « tu vois, je sais pas ». Alors l'enfant comprend qu'être adulte, c'est aussi avoir des doutes, des questions, des ignorances. Grandir, ce n'est pas rejoindre une sorte de perfection idéale. Auquel cas, il y a des enfants qui sont traumatisés par des images idéales de ce qu'ils devraient être. Et beaucoup de parents, malheureusement, sont dans l'injonction. Tu dois faire ci, tu dois être ça, tu dois être un homme, mon fils, tu dois être forte, ma fille, tu dois tout... Mais non! Sois toi-même. Dans tes forces, dans tes faiblesses, mais sois toi-même. Et sois toi-même fraternel dans le partage, dans la fraternité avec d'autres. Point. Sur l'océan de la misère. Oui.
le livre s'achève sur un appel. Oui. J'appelle, dit-elle. Et elle dit, moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait, mais il y en a d'autres qui faisaient en même temps que moi, et d'autres feront après moi. Et j'appelle tout le monde à s'y mettre, parce que tout le monde peut faire quelque chose. Tout le monde peut faire quelque chose. Chacun d'entre nous, en commençant par peut-être les grands décideurs, oui, ok, mais chacune d'entre nous peut faire quelque chose pour sauver les enfants. Elle avait ses préférés chez les décideurs? Vous pouvez nous le dire maintenant. Parmi les hommes politiques, vous voulez dire? Bah oui. Non. Non. Elle avait des familiarités, des complicités plus simples. On va dire par exemple ce qui s'est passé entre elle et Jacques Chirac était relativement fluide. Oui. Dans une distance toujours respectée. Elle l'interpellait. Hein. Ça, tu vois mon petit Jacques. Bien. Tu vois mon petit Jacques. Je l'ai entendu personnellement. Bon. Mais après, il y avait d'autres. Surtout qu'elle était petite et Jacques Chirac est extrêmement grand, donc c'est cocasse. Avec sa petite voix. On va raconter des choses. Mais. Bah, racontez-les nous. Non, mais bon. Une autre fois, on n'a pas beaucoup de temps. Oh, si. Mais, non, par exemple, un jour, j'étais en train de travailler avec elle dans une session de 4 jours de travail pour l'écriture des confessions d'une religieuse. Et c'était juste après la première élection de Jacques Chirac. Et comme vous le savez, Jacques Chirac avait consulté Geneviève Antonios de Gaulle, la présidente d'ATD Quart-Monde, sœur Emmanuel, etc. Bon. Et Jacques Chirac, nous étions en train de travailler, le téléphone sonne, la personne qui nous hébergeait décroche, et elle vient disant sœur Emmanuel, c'est pour vous le téléphone. Elle dit, ah non, je travaille. Elle dit, c'est Jacques Chirac. Bon, alors elle se lève, elle prend le téléphone, elle écoute, et elle dit à un moment donné, ah non, mais mon petit Jacques, c'est juste pour te dire qu'une petite religieuse prie pour toi maintenant que tu es président de la République. Au revoir, Jacques. Pan. C'est drôle, hein. Alors, elle avait beaucoup d'avis sur plein de choses. On n'a pas parlé de l'océan de la pauvreté, là. Pour oui, Pierre, allez-y, je pense à Pierre qui nous a appelé. Oui, allez-y, excusez-moi. Voilà. Donc, il me semble qu'elle prend une jolie comparaison. Elle dit, la pauvreté, c'est comme l'hydre de Lerne. Quand on lui coupe une tête, il en repousse 2. Mais elle dit, mais Hercule a fini par vaincre l'hydre de Lerne. Alors, sœur Emmanuel était un des Hercules, mais il y en a des milliers, et nous souhaitons qu'il y en ait encore davantage, et elle appelle à ça pour couper le plus de têtes possible à la pauvreté, sachant qu'elles repousseront. Et ce sera un travail jusqu'à la fin des temps. Point. Bien sûr. Alors, on le disait, elle évoque plein de choses, notamment la surabondance de l'information qui, elle le dit, n'a absolument aucun intérêt pour elle. On imagine qu'elle serait atterrée aujourd'hui avec ces réseaux sociaux qu'elle n'a quasiment pas connus. Hein. Ce qui est étonnant, à mon avis, c'est que ce que dit sœur Emmanuel, donc il y a plus de 15 ans, se révèle d'une incroyable actualité. Et oui. Elle voyait les choses. Bon, venir. Donc 2 choses, oui. Elle appelle les éducateurs à amener les enfants à l'intelligence de la vie. Et l'intelligence de la vie, c'est faire une reprise avec les enfants de l'information, de ce que ça veut dire, pourquoi on éprouve ceci et pas cela, qu'est-ce que l'on pense. Voilà. Donc c'est amener à hiérarchiser, à relativiser l'information notamment, mais aussi les événements de la vie. C'est extrêmement compliqué sur les réseaux sociaux, effectivement. Sauf si des parents, des éducateurs prennent le temps, comme elle le dit, d'écouter les enfants et les jeunes et de dialoguer avec eux de manière intelligente. En gros, elle dit, respecter les enfants, c'est répondre intelligemment à leurs questions. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Voilà. Mais sauf que les enfants se recroquevillent parfois avec ces réseaux sociaux, ces jeux, et ont moins envie de parler. Alors, le deuxième aspect, à mon avis, c'est le drame qui est en train de se jouer sous nos yeux lorsqu'un enfant un peu au-delà de 2 ans passe 1h56 en moyenne sur un écran. Oui. Lorsque, comme je l'ai constaté moi-même, vous avez des préadolescents de 13-14 ans qui passent, avec la complicité des parents, 48 heures d'affilée devant un écran en se levant à peine. Je l'ai vu, c'est un phénomène pathologique pour lequel on m'a consulté. Hein. Mais enfin, ça existe. Parce que le grand écran et la machine est dans sa chambre au gamin, vous comprenez ? Bon. Mais c'est pas seulement la faute des parents, c'est toute une ambiance. Il me semble, quand vous avez lu le rapport des 1000 jours, piloté par Boris Cyrulnik,
Bon. Il y a urgence à déconnecter les enfants de la prégnance des écrans. On en fait des handicapés psychiques, affectifs, physiques. On en fait des handicapés physiques, psychiques, affectifs, spirituels. Regardez un enfant. Un enfant normal, c'est quelqu'un qui bouge, qui escalade. Regardez un bébé tout petit, il escalade le divan, faut le récupérer parce qu'il va tomber. Enfin, ça bouge sa vie. Regardez un enfant qu'on met devant un écran. Anesthésié. Et on compromet leur développement humain, tout simplement. Il y a urgence. Esteban. Oui, on nous appelle au 0826 300 300. Claude qui nous appelle depuis Montpellier. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Voilà, bonjour à tous. Je vous appelle pour justement le problème des gosses qui sont en train de subir des choses affreuses. Que Sœur Emmanuelle, elle a fait ce qu'elle a pu, mais enfin, elle n'a pas réduit quand même la pauvreté. Seront toujours ces gens-là dans leurs déchets, parce que de plus en plus il y a des gosses. Et c'est ce qui se passe actuellement avec le continent africain. Je ne comprends pas le pape qui demande à ces gens de venir chez nous, alors qu'ils ont des idées inverses aux nôtres. Et on voit les conséquences avec ce qui se passe en Israël, ça va se passer chez nous. Tout ça, c'est pour encourager l'Afrique à faire des tas de gosses et envoyer leur trop-plein chez nous. Voilà, j'ai des mots assez simplistes, mais il faut se rendre à la réalité et ce ne sera pas possible. Tout va devenir catastrophique. La Terre ne peut pas supporter tant d'individus, c'est plus possible. Je pense que le pape est dans la théorie, mais il ne réalise plus la réalité. Merci Claude. Alors là, il y a plusieurs sujets. Alors le pape n'a pas forcément dit aux gens de venir, mais il a dit qu'il ne fallait pas les accueillir avec indifférence. Philippe Assot, votre réponse. Merci Claude, parce que ce que vous exprimez témoigne d'une grande inquiétude largement répandue dans nos populations, c'est vrai. Et aussi de choses qui se disent souvent, que j'entends dire dans la rue. Donc merci de vous en faire l'écho. Comme vient de le dire Stéphanie, le pape ne dit pas du tout qu'il faut venir chez nous. Au contraire, il appelle à l'aide au développement. Dans les pays où les personnes s'exilent, pour justement que les personnes puissent rester dans leur propre pays, croître, vivre, être acteurs dans des pays où on puisse vivre. Il prend acte des migrations. Il ne dit pas qu'il faille tous les accueillir indistinctement. Par exemple, les évêques de France, dans leur déclaration, l'espérance ne déçoit pas avant les élections présidentielles, disent bien qu'il est légitime que les États régulent la migration. C'est normal. Je dirais simplement une chose sur notre position. Pour paraphraser Michel Rocard, nous ne pouvons pas peut-être accueillir toute la misère du monde, mais nous devons en prendre notre part. Merci en tout cas Claude pour son témoignage. Merci à vous Philippe Assot d'avoir été avec nous. Sœur Emmanuelle aux éditions Champ. Et c'est la fin de cette émission déjà Stéphane. Oui, ravi d'avoir partagé ces 2 heures avec vous. Stéphanie, demain